Bonjour et bienvenue sur le site du podcast Histoire en série, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanoir. Au programme, une analyse des séries d'hier, d'aujourd'hui et de demain par les spécialistes des questions mobilisées par nos shows préférés. Histoire en série, c'est le podcast qui met en relation histoire, sciences humaines et séries. Bonjour à tous, bienvenue dans Histoire en série qui se met en mode Game of Thrones pour cette fin d'année 2021. On a prévu toute une série d'émissions que vous retrouvez à un rythme régulier durant tout ce mois de décembre 2021. Et dans ces séries d'émissions, on a invité tous les grands spécialistes francophones de Game of Thrones. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle émission avec Justine Breton. Bonjour Justine. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes et à tous. Alors Justine, je vous représente, vous êtes déjà venue dans l'émission nous présenter Game of Thrones, c'était l'émission numéro 1 avec votre ami Florian Besson, mais vous avez aussi participé au podcast, notamment pour la série The Witcher, et on vous a retrouvé aussi pour une autre série, Cursed, et aussi une émission en anglais pour notre podcast Histoire en série en VO anglais. Voilà, donc vous êtes une familière et ceux qui écoutent régulièrement vous connaissent. Je vais quand même vous représenter pour celles et ceux qui ne vous connaîtraient pas. Vous êtes maître de conférences en littérature française à l'université de Reims Champagne-Ardenne sur le site de Troyes et vous travaillez sur les thématiques de fantasy. Votre dernier ouvrage est intitulé Sacré Graal, mais dans le cadre de Game of Thrones, vous avez publié aux presses universitaires de France en 2020 avec justement Florian Besson l'ouvrage Une histoire de feu et de sang, le Moyen-Âge de Game of Thrones, vers lequel, chers auditeurs et auditrices, je vous renvoie pour aller approfondir les thématiques qu'on va aborder aujourd'hui. Alors aujourd'hui, comme thématique, Justine, on va parler des femmes dans Game of Thrones, parce que finalement, je vais pas spoiler tout de suite l'émission, mais on va voir que de personnages qui semblaient secondaires au départ, au fur et à mesure de l'évolution des 8 saisons de la série, on va en faire des personnages vraiment centraux. Alors peut-être pour commencer, comme première question, Justine, dites-nous, dans Game of Thrones, comment sont représentées les femmes? Il y a une grande richesse, hein, c'est un des intérêts de cette série, c'est que on a une grande richesse dans l'ensemble des personnages, et y compris pour les personnages féminins. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une grande évolution des personnages, et aussi un grand décalage, j'ai envie de dire, entre les romans proposés par George Martin et ce que propose la série quand elle est adaptée par HBO. Parce que certes, les personnages ont été repris souvent assez fidèlement. En tout cas, je parle pour les personnages principaux. On a des personnages secondaires qui ont dû soit être modifiés, soit disparaître, soit être fusionnés en un seul personnage pour des raisons
raisons pratiques pour pouvoir faire se tenir un peu davantage la narration. Mais malgré tout, on a quelques évolutions, ne serait-ce que par la différence d'âge qui est appliquée aux protagonistes entre le début des romans de George Martin et le début de la série. Pour des raisons morales, éthiques et aussi des raisons de représentation, selon les personnages, ils ont 3 ou 5 ans globalement de plus dans la série par rapport à ce qu'ils sont dans les romans. Pour des raisons, voilà, je disais des raisons éthiques, hein, parce que le personnage de Daenerys, par exemple, qui est vraiment un personnage féminin vraiment central, hein, dans l'ensemble de la saga, avec des hauts et des bas, globalement. C'est un personnage qui, au tout début de la série, est à peine âgée de 16 ans lorsqu'elle est vendue en mariage pour que son frère puisse bénéficier d'une armée. Ce qui est déjà une situation légèrement complexe, hein, mais dans les romans, elle a, je crois, 3 ans de moins, donc c'est un personnage qui a 13 ans lorsqu'elle est mariée de force et lorsqu'elle va globalement être violée tous les jours par son mari. HBO et les réalisateurs de la série se sont dit que c'était très compliqué de mettre ça en scène avec une enfant de 13 ans. Je ne dis pas que le fait d'être vendu en mariage et d'être violée soit beaucoup plus acceptable à l'âge de 16 ans, hein, ce n'est pas du tout l'idée, mais que pour les questions de la représentation, ça passait un petit peu mieux, sachant que l'actrice qui a été choisie pour interpréter Daenerys est également plus âgée que le rôle, même si elle a des traits particulièrement juvéniles, mais elle est aussi plus âgée, lui permettant de jouer un peu plus, avec un peu plus d'aisance, ce rôle finalement assez complexe. Donc on a déjà un premier décalage entre ce que les romans proposent et ce que la série propose. Et l'évolution ne s'arrête bien entendu pas là, puisque tout l'intérêt de la saga et de la série, c'est de s'étendre vraiment sur un temps long, ce qui permet aux personnages d'évoluer vraiment grandement tout au long des 8 saisons. Alors, cette évolution a plusieurs raisons. D'abord parce que dans le texte de Martin, on a les personnages qui vivent différentes aventures, ce qui forge différemment leur caractère en fonction de ce à quoi ils sont confrontés. Mais on a aussi une différence de représentation qui a été amenée par la réception de la série, notamment dans ses premières saisons. En effet, certes, Game of Thrones a connu un grand succès dès ses débuts, mais on a aussi reproché, et quand je dis on, c'est le public et la critique, on reprochait régulièrement aux premières saisons de Game of Thrones d'être sexiste, en l'occurrence d'être misogyne, puisqu'on avait des représentations qui, alors, soit qui ne mettaient pas en valeur les personnages féminins, soit qui les mettaient en valeur uniquement pour leur corps ou pour leur sexualité. C'est-à-dire que les sujets qui sont abordés dans les premières saisons tendent à valoriser uniquement les personnages masculins, ou en tout cas principalement les personnages masculins, et on va avoir énormément de scènes ou de séquences qui s'appuient sur une nudité gratuite des personnages féminins. Quand je dis gratuite, c'est pas en référence aux personnages de prostituées qui apparaissent très régulièrement, au contraire, mais c'est parce que on est sur des scènes où la nudité ne se justifie pas toujours, ou en tout cas ne se justifie pas dans la narration. C'est le critique Miles McNutt qui a développé le concept de sexposition pour parler de ces séquences dans Game of Thrones. Sexposition, c'est un mot valise qui a été créé à partir des mots sexe et des mots exposition, avec un jeu de mots aussi sur sex position, position sexuelle, si on traduit phonétiquement. Mais donc, sexposition, c'est un reproche qui a été fait à certaines de ces séquences de Game of Thrones parce que c'était des scènes où on avait besoin d'exposer des éléments de l'intrigue. C'est-à-dire que ce sont des scènes où, globalement, les personnages vont devoir raconter un petit peu ce qui se passe ou ce qui s'est passé pour que le spectateur puisse suivre la narration. Or, ces scènes d'exposition peuvent parfois être un petit peu rébarbatives ou un petit peu artificielles parce que, justement, le but, c'est de faire passer les infos nécessaires aux spectateurs et que tout ça peut avoir un côté très artificiel. L'idée de Game of Thrones, ça a été de placer un grand nombre de ces scènes d'exposition
dans une situation à caractère sexuel. Donc, par exemple, dans toutes les discussions que les personnages ont dans des bordels, ou alors ont dans d'autres cadres, mais qui impliquent des femmes dénudées à l'arrière-plan, parfois d'ailleurs dénudées et dans des situations d'actes sexuels réels ou simulés, en tout cas dans la narration. C'est-à-dire que on va devoir faire passer des informations aux spectateurs, donc on va mettre tout ça dans un cadre, entre guillemets, agréable esthétiquement, hein, comme ça, même s'ils ne font pas trop attention, au moins, ils feront attention aux femmes dénudées à l'arrière-plan, et ça permettra de faire passer la scène plus facilement. Et ça, c'est quelque chose qui revient très régulièrement dans les premières saisons, notamment toutes les scènes d'exposition du personnage de Littlefinger. Alors, on va dire que ça se justifie peut-être au sens où il dirige un bordel, mais voilà, il n'y avait pas forcément de nécessité d'avoir des femmes en petite tenue tout le temps. Donc c'est un reproche qui a été fait très régulièrement dans ces premières saisons. Et vis-à-vis de ces critiques qui ont été quand même très régulières, les showrunners de la série, donc David Benioff et D.B. Weiss, ont cherché à faire évoluer un petit peu leur narration et leur façon de montrer les choses pour justement satisfaire davantage le public, et notamment le public de la critique et le public féminin. Donc ça a impliqué une grande évolution pour les personnages féminins de la série. On a vu que les séquences, par exemple, de nudité ont commencé à diminuer, notamment à partir de la saison 4, parce qu'il faut le temps hein, que les critiques soient intégrées, que l'écriture de la série soit modifiée, etc. Donc, à partir de la saison 3 un petit peu, mais surtout à partir de la saison 4, les séquences de nudité gratuite diminuent. On en a encore, mais elles sont beaucoup moins présentes. On va avoir aussi tendance à voir un développement du rôle de certains personnages féminins. On avait des personnages féminins qui existaient avant dans la série, mais des personnages, la grand-mère de la famille Tyrell, qui a été vraiment développée dans la série par rapport à la façon dont son personnage est présenté dans les livres, développée pour plusieurs raisons. D'abord, justement, pour faire face à ces critiques d'exploitation de personnages féminins sûre d'elle, puissante également. Hein. Le personnage est clairement présenté comme un pendant féminin au personnage de Tywin Lannister, donc c'est pas rien, parce qu'on est sur un personnage vraiment puissant et charismatique. Donc voilà, c'était une façon aussi d'intégrer davantage de diversité dans ce panorama féminin. Petit à petit aussi, on va avoir une plus grande agentivité de certains personnages féminins, encore une fois, pas tous, mais on va avoir des personnages plus actifs, qui interviennent davantage, jusqu'à proposer parfois ce qu'on pourrait presque voir comme une inversion des rôles genrés. C'est surtout visible dans la saison 6, notamment que moi je surnomme souvent la saison des sœurs dans Game of Thrones, parce que c'est une série qui va vraiment, c'est une saison qui va vraiment mettre en avant des personnages féminins en montrant qu'elles sont plus fortes que leurs frères, ou en tout cas qu'elles peuvent être au moins leur égale. Ça va être le cas pour Marjorie Tyrell vis-à-vis de son frère Loras. Ça va être le cas pour Yara Greyjoy vis-à-vis de Théon, qui est en pleine chute libre à ce moment-là. Ça va être dans un sens le cas pour Sansa et pour Arya, qui sont des personnages qui gagnent en puissance petit à petit. Pour Arya, c'est beaucoup plus net, mais voilà, qui progresse vraiment tout au long de la série. Donc voilà, il y a cette évolution qui va transparaître aussi. Alors, ça ne veut pas dire que l'inversion est complète, hein, bien sûr. On a beaucoup de difficultés. Si on prend la relation entre Yara et Théon, par exemple, on voit qu'on a 2 sauvetages tout au long de la série. Une tentative de sauvetage orchestrée par Yara qui essaye de venir sauver son frère et qui échoue parce que Théon ne veut pas être sauvé parce qu'il il a été trop manipulé et trop torturé aussi. Donc, c'est-à-dire que la tentative de sauvetage orchestrée par le personnage féminin échoue, alors que quand la situation s'inverse et que c'est Théon qui essaye de sauver sa sœur, là, ça fonctionne. Ce qui est beaucoup plus gênant au sens où Théon n'a pas été présenté comme un personnage fort et que son arc rédempteur arrive en fait de façon un petit peu abrupte ici. Mais donc voilà, on a malgré tout des tentatives pour prendre en compte toutes ces critiques au fur et à mesure. Ce qui fait que
dans l'ensemble de la série, on se retrouve malgré tout avec une grande variété de figures féminines. Alors, certes, on a une grande majorité de personnages issus de la noblesse, pas que chez les femmes d'ailleurs, mais voilà, les personnages principaux, ça va être généralement des nobles ou des princesses. Hein. On a le personnage de Sansa, par exemple, mais on a aussi un certain nombre de, quelques, en tout cas, personnages féminins issus du peuple. C'est le cas pour le personnage de Vert, ou Gilly, hein, dans la version originale. C'est le cas pour le personnage de Rose, qui est une prostituée qui va connaître aussi une forme d'ascension sociale, même si elle est écourtée assez rapidement et de façon brutale. Voilà, donc on a des personnages avec une certaine diversité sociale, même si elle reste très limitée. On n'a pas, par exemple, de bourgeoises, on n'a pas de femmes qui seraient artisans. Voilà, on a des manques à ce niveau-là, mais ce n'est pas que vis-à-vis des personnages féminins. Là, c'est un manque plus général de ces couches sociales, on va dire, dans la série. Au niveau des rôles traditionnels des femmes, hein, on a, alors encore une fois, un peu de tout, parce qu'on a des personnages féminins qui sont des mères et des épouses. C'est le cas pour Catelyn Stark, pour Cersei Lannister. J'ai évoqué le personnage de Gilly et de Vert, hein, qui rentre aussi un peu dans cette catégorie. Mais on a aussi des personnages de femmes qui sont aussi des dirigeantes. C'est le cas pour Daenerys ou pour Sansa qui apprennent à diriger. Mais c'est le cas aussi pour Cersei, qui est aussi reconnue comme une mère. On a des amantes, on a des prostituées, on a des guerrières, on a des personnages féminins d'âge voilà, adulte, mais on a aussi des personnages féminins enfants, comme Arya, des personnages féminins âgés, comme Olenna Tyrell, même si à chaque fois elles sont en minorité, elles sont présentes et elles sont représentées dans la série, ce qui fait que la série propose justement des modèles différents pour les personnages masculins comme pour les personnages féminins, aussi avec des personnages féminins qui vont être hétérosexuels ou bisexuels ou homosexuels. Hein, c'est le cas pour Yara et Larry Sand, par exemple. Donc on a différentes possibilités qui sont généralement toujours un petit peu dans les marges, mais malgré tout, elles existent dans la narration. On a aussi des personnages de femmes qui refusent une définition trop réductrice de ce qu'est la féminité. Je pense au personnage de Brienne ou au personnage d'Arya, qui refusent d'être des ladies, hein, qui refusent d'être des dames, qui refusent pour beaucoup de porter des robes aussi, alors qu'ils vont avoir après des codes assez stéréotypés aussi, hein, par exemple avec les cheveux courts, etc. Mais malgré tout, on est sur des personnages qui refusent une définition trop traditionnelle de la féminité et qui vont malgré tout pouvoir avoir des expériences amoureuses, des expériences sexuelles, alors en grande partie malheureuses, mais voilà, ce sont des personnages qui ne sont pas limités à une seule facette. Ce n'est pas parce que ce sont des guerrières qu'elles ne peuvent pas aussi être des amantes. Ce ne sont pas parce qu'elles sont des mères qu'elles ne peuvent pas être des dirigeantes. Ce ne sont pas parce que ce sont des amantes qu'elles ne peuvent pas aussi être des femmes voilà, avec d'autres caractéristiques dans la narration, avoir un rôle de guerrier, de politicienne, etc. Donc, c'est souvent par touche, mais malgré tout, on a hein, des personnages très différents dans l'ensemble de la narration. On remarque aussi, et ça c'est aussi quelque chose d'intéressant, qu'on a des personnages féminins qui vont avoir un impact positif sur la narration et sur leur entourage. Alors ça, c'est une perspective vis-à-vis du spectateur, mais on voit qu'on a des personnages qui sont appréciés, qui sont considérés comme des personnages aimants, malgré leurs défauts aussi. Ça peut être le cas, par exemple, de Catelyn Stark. Et on a, à l'inverse, des personnages qui vont avoir un impact négatif, encore une fois, sur la narration et sur leur entourage, avec parfois des grandes variations d'une saison à l'autre. On a des personnages qui paraissent positifs, mais qui vont avoir une évolution négative. Hein. Ça a été le cas de façon extrêmement marquante avec le personnage de Daenerys. Mais on a aussi une façon dans la série de présenter avec beaucoup d'ambiguïté certains comportements, justement. Et c'est pour ça hein, qu'il y a une grande surprise pour la plupart des spectateurs vis-à-vis de ce personnage de Daenerys, parce que les faits étaient là, son évolution vers la violence était là, mais que la présentation, la façon dont le personnage était représenté, faisait qu'on ne voulait pas voir
cette violence. Et ça a été le cas aussi pour le personnage d'Arya, même si elle a suivi une évolution en fait beaucoup plus progressive. Mais quand on regarde le personnage d'Arya, on a toute cette séquence où elle se venge des noces pourpres, elle se venge du Red Wedding en massacrant la famille de ses ennemis et en faisant des tourtes à base d'êtres humains. Hein, c'est quand même quelque chose d'extrêmement violent. Mais on est sur une scène qui, horriblement, fait plaisir aux spectateurs parce qu'on voit ce personnage qui venge sa famille et qui est dans une action positive pour elle. Mais quand on regarde les faits, on est sur une situation particulièrement atroce commise par un personnage qui n'est pas plus qu'une enfant, globalement. Donc, c'est-à-dire que si on s'arrête objectivement sur ce qui se passe, on est dans des situations atroces, mais le développement des personnages est fait de façon suffisamment subtile pour que le spectateur soit pris au jeu de cette narration et se dise « Ah, c'est quand même bien que cet enfant qui a vu globalement toute sa famille massacrée devant ses yeux puisse à son tour massacrer ses ennemis et les faire succomber au cannibalisme. » Voilà, c'est quelque chose de tout à fait tordu hein, dans la série, mais qui malgré tout permet une représentation nuancée et à peu près équilibrée pour les personnages féminins et les personnages masculins, ce qui est quand même rafraîchissant. Justine Breton, vous avez commencé à évoquer l'idée que tout au long des 8 saisons de la série Game of Thrones, distribuée sur HBO et OCS en France, on peut d'ailleurs toujours, hein, celles et ceux qui voudraient la voir ou la revoir, se rendre sur la plateforme OCS, hein, elle est disponible. Vous avez évoqué l'idée qu'il y a une évolution des personnages et justement cette évolution, elle concerne exclusivement, Justine, les personnages féminins? Alors, non, mais c'est vrai qu'elle est quand même très nette hein, chez les personnages féminins. C'est une orientation en fait très générale de la série qui cherche, alors parfois de façon un petit peu artificielle ou parfois de façon un petit peu bancale, mais qui cherche malgré tout à dénoncer une répartition traditionnelle des genres. C'est-à-dire que dans la série, tous les personnages souffrent, tous les personnages subissent de nombreuses épreuves. Alors, certes, on a malgré tout un certain, des archétypes qui demeurent au sens où, certes, tous les personnages souffrent, mais que les violences sexuelles sont réservées en grande majorité aux personnages féminins, c'est-à-dire que euh, ce sont les personnages féminins qui sont violés. C'est-à-dire que quasiment tous les personnages principaux, hein, au passage, hein, tous les personnages féminins principaux sont soit victimes de viol, soit reçoivent des menaces de viol dans l'ensemble de leur parcours. Hein. C'est le cas pour tous les personnages, y compris pour un personnage comme Arya qui est une enfant, y compris pour des personnages qui ne correspondent pas à ce qu'on attendrait d'un personnage féminin traditionnel. Voilà, donc c'est quelque chose qui est malgré tout très présent. C'est considéré comme dans la série, c'est présenté comme une violence malheureusement normale envers les femmes. On est d'accord qu'il n'y a rien de normal là-dedans, mais que ça a été souvent présenté comme une justification de la part des créateurs de la série, de la part de George Martin, de dire oui, mais d'accord, tous les personnages féminins se font violer quasiment, mais globalement, c'est pas ma faute, c'est le Moyen-Âge qui était comme ça. Donc, j'en profite pour réhabiliter encore un petit peu le Moyen-Âge. Hein. N'utilisons pas le Moyen-Âge pour justifier nos propres idéaux ou nos propres fantasmes. Ce n'est pas du tout le cas au Moyen-Âge, pas plus le cas qu'aujourd'hui, mais c'est vrai que voilà, ce sont les personnages féminins qui deviennent les victimes exclusives de ces situations de violences sexistes et sexuelles. Mais malgré tout, on constate que la série propose des innovations, ou en tout cas met en scène quelques innovations, au sens où on constate par exemple que les modèles genrés plus traditionnels, les modèles de couple, les modèles familiaux traditionnels ne peuvent pas perdurer dans l'univers de Westeros. Ils essayent un tant bien que mal tout au long de la série, mais la fin de la série montre bien que ces modèles ne peuvent pas continuer dans cet univers. Alors, c'est une conséquence de l'atmosphère générale proposée dans Game of Thrones, qui est une atmosphère de dark fantasy, où on montre que
rien ne va, que tout est noir et que globalement l'humanité est corrompue jusqu'au bout. Donc ça va un petit peu dans ce sens. Mais on voit que malgré tout, la fin de la série propose, alors je ne vais pas dire une fin heureuse, hein, parce que voilà, c'est quand même un peu plus complexe que ça, mais qu'on a des personnages qui accèdent malgré tout, malgré toutes les épreuves subies, qui accèdent à une forme d'apaisement. Mais on voit qu'on a très peu de familles ou de couples dans ces personnages. C'est-à-dire que la plupart des couples, soit se sont séparés, soit sont morts, éventuellement sont morts ensemble. Hein, je pense à Jaime et Cersei Lannister. Mais on voit le couple qu'on attendait, que le spectateur attendait un petit peu de Jon Snow et Daenerys Targaryen, qui finit mal, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. On a le personnage de Sansa qui a été mariée ou fiancée à de nombreuses reprises, qui termine la narration seule, avec, je pense, beaucoup plus de pouvoir qu'auparavant, mais qui donc est tenue éloignée en fait de cette sphère de couple ou familiale. Donc il y a d'autres modèles possibles qui sont présentés. On a le personnage d'Arya qui refuse d'être en couple également. Donc on a plusieurs modèles comme ça. Et en fait, la seule famille qui perdure véritablement, c'est la famille formée enfin famille au sens traditionnel du terme, hein, c'est la famille formée par Sam, par Gilly ou Vert en version française, et par le petit Sam, c'est cet enfant qu'ils élèvent ensemble. Mais on est donc sur une structure familiale improbable, au sens où les personnages vivent ensemble visiblement, hein, c'est présenté comme ça, même si Sam a un rôle de maître à la fin de la série et que les maîtres normalement ne doivent pas avoir d'épouse ni de descendance. Donc on a déjà un premier problème, et que cet enfant n'est pas né de leur union, mais est né d'un viol incestueux sur le personnage de Gilly. Donc on est sur une structure qui est quand même assez déroutante, et la série nous montre bien que ce que vous entendez ce qu'on entend traditionnellement par le couple, ce qu'on entend traditionnellement par la famille nucléaire, tout ça, ça n'a pas de possibilité d'existence dans Game of Thrones, et qu'il faut trouver d'autres façons de s'épanouir. Donc on a d'autres modèles de personnages qui sont heureux, mais pas à travers des rôles traditionnels, le plus souvent. Donc la série va tendre au fur et à mesure des saisons à plus d'égalité aussi, hein, vis-à-vis des rôles représentés, vis-à-vis des personnages. En particulier, à partir des saisons 4 et 5, on va avoir des personnages féminins qui sont un peu plus valorisés, hein, comme je le disais, mais aussi, et ça de façon intéressante, des communautés féminines qui apparaissent, même si elles apparaissent que temporairement, elles sont présentes et elles ont un rôle à jouer dans la narration. Ça, c'est quelque chose qui permet vraiment de faire progresser aussi, hein, la représentation du féminin. C'est-à-dire qu'on va avoir des communautés féminines familiales, avec, par exemple, on voit la relation qui essaye de se renouer entre Sansa et Arya, qui se construit sur des tensions, mais qui finit par s'opposer au personnage de Littlefinger. On a aussi, dans ces familles, on a la famille formée par Ellaria Sand et les Aspides des Sables, qui sont ces guerrières à la fois très, très unies et qui sont dans une rivalité un petit peu voilà, constructive aussi, hein, pour elles. Donc ce sont des personnages qui n'apparaissent que ponctuellement dans la narration, mais qui malgré tout vont former des communautés soudées et qui ont un rôle à jouer vraiment dans l'intrigue. Et on a aussi, et c'est je pense encore plus intéressant, des communautés féminines qui apparaissent et qui sont des communautés politiques, qui s'assemblent un petit peu par défaut, mais qui malgré tout sont présentes. Et c'est le cas surtout pour la communauté formée autour de Daenerys. Lorsqu'elle est de retour à Westeros et qu'elle cherche à asseoir son pouvoir, elle va s'associer avec Yara Greyjoy, avec Olenna Tyrell, des personnages qui ont été bafoués par leurs opposants communs. On retrouve autour de cette table aussi le personnage de Missandei, qui est la traductrice et amie en fait, hein, de Daenerys. Et de façon intéressante, dans cette communauté qui est formée, ce sont les femmes qui ont la plus grande autorité, en particulier le personnage de Daenerys, mais on va avoir aussi quelques personnages masculins qui sont des personnages masculins qui ne correspondent pas aux stéréotypes de la virilité telle qu'elle est présentée dans Game of Thrones et d'ailleurs dans d'autres œuvres. C'est-à-dire qu'autour de cette table,
on voit le personnage de Varys, le personnage de Théon, le personnage de Vergris, qui sont tous des eunuques, c'est-à-dire des hommes à qui on reproche régulièrement de ne pas ou de ne plus être des hommes. Voilà, c'est ce qui est aussi une question qui revient très régulièrement dans la série. Et parmi tous ces personnages, on retrouve aussi le personnage de Tyrion, qui a été lui aussi un personnage rejeté par la société parce qu'il ne correspond pas à des normes traditionnelles. Donc on a une forme d'association de ces personnages rejetés par l'ensemble de la société qui vont s'unir pour pouvoir gagner en pouvoir. Alors, tous ne bénéficieront pas sur le long terme de cette association, mais malgré tout, pendant un temps, on a une façon d'unir les personnages et de présenter une communauté différente et avec un vrai rôle politique à jouer. Alors, je précise, parce que je disais que la série tendait petit à petit à plus d'égalité. Je précise que tendre à plus d'égalité, ça ne veut pas toujours dire atteindre une égalité parfaite, puisque dans la série, malgré une nette évolution, on voit que l'intrigue affiche toujours un énorme décalage entre le traitement des personnages masculins et des personnages féminins. Ça a été pas mal documenté, même à partir des saisons 4 et 5, où justement les personnages féminins sont plus actifs dans la narration. On voit qu'au fil des saisons, les personnages féminins sont chaque fois plutôt vus, c'est-à-dire qu'ils apparaissent à l'écran, mais qu'ils sont moins entendus, c'est-à-dire qu'ils sont moins entendus que les personnages masculins. C'est-à-dire que certes, ces personnages apparaissent fréquemment à l'écran, elles sont présentes, elles ont parfois un rôle à jouer dans la narration, mais que statistiquement, les personnages féminins ont beaucoup moins de répliques que les personnages masculins et qu'elles ont par ailleurs des répliques moins longues. Donc c'est-à-dire que, outre le personnage de Daenerys qui apparaît un peu plus, mais même comme ça, elle reste c'est loin d'être le personnage qui parle le plus dans la série. Voilà, outre le personnage de Daenerys qui est un petit peu plus mis en avant, on est malgré tout très souvent sur des personnages féminins qui sont vus et non entendus, ou en tout cas beaucoup plus vus qu'entendus. C'est-à-dire qu'on a l'impression de voir dans l'intrigue beaucoup plus de personnages féminins, ou qu'elles ont un rôle plus important, mais malgré tout, statistiquement, elles restent bien loin derrière le rôle qui est accordé aux personnages masculins. On remarque d'ailleurs que tout au long de la série, on a plus de personnages masculins que de personnages féminins, ce qui signifie que malgré tout, la série propose plus de modèles masculins et les modèles féminins vont être quand même réduits à un certain nombre de figures centrales qui cristallisent et qui multiplient les rôles différents. Je pense aux personnages de Cersei, de Daenerys, de Sansa et de Arya, globalement, qui sont les personnages qui vont être vraiment personnages féminins qui vont être centraux et qui survivent le plus longtemps possible. Mais donc, ces personnages, certes, évoluent peut-être plus que les personnages masculins parce que c'était des personnages qui partaient de plus loin, qui avaient moins de possibilités narratives dans les premiers temps. Mais malgré tout, à la fin de la série, on retrouve une structure qui reste déséquilibrée, qui progresse, mais qui reste déséquilibrée. J'aimerais maintenant, Justine, qu'on se rende à la fin des 8 saisons de Game of Thrones pour évoquer justement ce moment clé, cette fin qui a très souvent été critiquée par le public au moment de sa diffusion. Et je voulais vous poser la question, est-ce que justement une partie de ces critiques, en tout cas, sont-elles dues à cette évolution problématique des personnages féminins ? Pas que, pas que, mais en partie. C'est-à-dire que la fin de la série quand même, nuance quand même fortement cette évolution positive qu'on a pu voir tout au long des saisons et qui a été amenée pendant un temps. Mais c'est-à-dire que à mesure que les showrunners, donc David Benioff et D.B. Weiss, dépassent la trame des romans inachevés de George Martin, toujours l'occasion de rappeler qu'on attend la suite, George Martin, s'il vous plaît. À mesure que les showrunners dépassent cette trame, ils vont avoir tendance à retomber dans des représentations non seulement stéréotypées, mais même clichés, c'est-à-dire avec des stéréotypes qui vont avoir une incidence négative pour les personnages. C'est-à-dire que
on se retrouve avec, cette dernière saison de Game of Thrones, on a malgré tout 3 personnages de femmes de pouvoir qui apparaissent. Je vais me concentrer sur Cersei, Daenerys et Sansa. On a aussi d'autres femmes guerrières, par exemple, je pense à Brienne et à Arya, qui ont aussi un rôle non négligeable dans la narration. Mais on a 3 femmes qui sont présentées comme des gouvernantes, comme des politiciennes, avec des qualités, mais aussi avec des défauts. Et le problème, c'est que la dernière saison va avoir tendance à accentuer systématiquement les défauts de ces personnages. Alors, le personnage de Cersei est vraiment le personnage qu'on apprend à détester au fur et à mesure de toutes les saisons, donc il y a une progression finalement assez logique, mais c'est un personnage qui est vraiment présenté comme détestable par moments, parce que tous les éléments qui peuvent être constitués des éléments rédempteurs pour elle, par exemple son amour pour ses enfants, c'est toujours un peu problématique de limiter un personnage féminin à son rôle maternel, mais son amour pour ses enfants ne suffit pas à faire d'elle un personnage véritablement positif, puisque à partir du moment où ses enfants sont morts et ne sont plus dans la narration, le personnage sombre toujours plus dans la folie et va subir toute une série d'épreuves qui font que ça va l'endurcir au fur et à mesure et qu'elle va paraître toujours plus comme un tyran. Alors, c'est un personnage qui a malgré tout des qualités, c'est-à-dire qu'elle le rappelle bien qu'elle est celle qui est digne de l'héritage paternel, qui est celle qui sait comment fonctionnent les choses. Le problème, c'est qu'elle est à chaque fois présentée comme un personnage elle est beaucoup trop sûre d'elle, beaucoup trop sûre de son intelligence politique, ce qui fait que ça se retourne contre elle à plusieurs reprises, et notamment vis-à-vis de l'armée qu'elle donne, des armes qu'elle donne aux moineaux et au High Sparrow, qui va littéralement se retourner contre elle et qui va lui provoquer toute cette marche de la honte dans une séquence très violente aussi de la série. Donc, c'est-à-dire que quand le personnage qui affirme son intelligence politique joue le jeu politique, ça se retourne très violemment contre elle. Donc le personnage apparaît comme une femme de pouvoir, mais une femme de pouvoir qui n'est pas aussi habile qu'elle le pense et qui, par moments, est donc soit ridiculisée, soit suscite la pitié, et qui, à terme, ne peut pas être un modèle viable pour le fonctionnement de Westeros. On a, dans la deuxième saison, son pendant, qui est le personnage de Daenerys. Personnage de Daenerys qui a été l'héroïne pendant globalement 7 saisons, en tout cas 6 saisons et demie, à tel point qu'on a des dizaines de parents, notamment aux États-Unis, qui ont donné comme nom à leur petite fille Daenerys au moment de leur naissance. Donc, bon courage à elle aussi pour la suite de leur existence. Mais ce personnage de Daenerys a connu, à partir du moment où les showrunners quittent la trame de George Martin, elle a connu un revirement quand même assez complet, au sens où le personnage devient une caricature à la fin de femme de pouvoir hystérique, incapable de gérer ses émotions et qui, par conséquent, va détruire la ville qu'elle avait juré de libérer et de protéger. Donc, c'est-à-dire que son modèle politique passe après sa réaction émotionnelle. Or, l'incapacité à gérer les émotions, ça fait partie des stéréotypes réguliers qui sont attribués aux personnages féminins. Mais alors, dans un sens, c'est intéressant, parce que finalement, le personnage de Daenerys a évolué de façon très, très graduelle au fil des saisons, mais le basculement vraiment final a été peut-être un petit peu fait de façon trop précipitée, voire peut-être bâclée dans la dernière saison, ce qui fait que ça a surpris pas mal de gens, et surtout, une partie du public n'a pas eu le temps de faire face à cette déception qu'a causé le personnage. Alors, je parlais de 3 femmes de pouvoir dans cette dernière saison. Cersei, qui est donc problématique, Daenerys, qui, en fait, ça faisait un moment qu'il fallait qu'on se rende compte qu'elle était très dangereuse pour le royaume. Et il nous reste le personnage de Sansa, qui est le personnage qui parvient à montrer qu'on peut avoir un rôle politique en étant un personnage féminin, puisqu'elle est celle qui va faire attention à la stabilité de son royaume, elle est celle qui va faire attention à la protection
de son peuple, en veillant à ce que les soldats soient bien couverts parce que winter is coming, hein, que donc il va faire froid, qui va s'inquiéter des réserves de nourriture, celle qui va bien gérer justement son royaume, là où Cersei et Daenerys ne s'occupent jamais, ou en tout cas très rarement, de ses préoccupations, et lorsqu'elles s'en soucient, échouent généralement. La différence étant que on a tendance dans cette dernière saison à présenter le personnage de Sansa comme le produit de ses expériences négatives, hein, le produit de toutes les souffrances qu'elle a vécues, au point où le personnage dit lui-même, hein, elle explique au personnage du limier, hein, The Hound, elle lui explique que elle a finalement bien fait de ne pas, alors c'est pas formulé en ces termes, mais c'est l'idée qui ressort de leur discussion, hein, c'est que certes, elle aurait pu s'échapper avec lui lorsqu'elle était plus jeune. Elle aurait pu échapper à davantage de violence par Joffrey, par Ramsay, par Peter Baelish, parce qu'elle les enchaîne hein, quand même, la pauvre. Donc elle aurait pu s'échapper à ce moment-là, mais que finalement, elle ne regrette pas tant que ça, puisque ce sont ces monstres qui ont fait d'elle ce qu'elle est maintenant et qui lui ont permis de ne plus être le petit oiseau qu'elle était très naïf lorsqu'elle était enfant. Donc on a une façon pour le personnage, certes, de focaliser sur le positif et de voir de l'avant, mais on a malgré tout un discours qui nous dit que si Sansa est ce qu'elle est aujourd'hui, c'est grâce à ces expériences absolument horribles orchestrées par les personnages masculins de son entourage. Donc on a encore une fois une vision assez problématique, moins gênante que dans le cas de Cersei et de Daenerys, mais où on voit que le seul modèle politique féminin qui apparaît, c'est le personnage de Sansa, qui a été la grande victime des hommes pendant toutes les saisons. Donc c'est une forme c'est pas une forme de vengeance, c'est pas une forme de réhabilitation du personnage, mais on a malgré tout une évolution qui est perçue, en tout cas présentée comme positive malgré tout. Voilà, c'est cette idée de malgré tout, suite à toutes les expériences qu'elle a subies. Alors, un des problèmes de cette fin, de cette fin de série, c'est que la série va chercher à briser les stéréotypes tout au long des saisons, mais sans vraiment pouvoir remplacer ces stéréotypes par autre chose. C'est un des problèmes hein, de toute la narration, ce qui fait qu'on renoue à la fin de la série avec des codes qui avaient été en fait dépassés au fur et à mesure. C'est le cas pour la représentation des femmes de pouvoir hystériques dans lesquelles on retombe avec Daenerys. Mais si on s'éloigne un petit peu des personnages féminins, c'est ce qu'on retrouve d'une certaine façon à travers l'ascension au pouvoir improbable de Bran le Rompu, puisque le premier épisode de la série nous montrait comment on avait ce stéréotype du jeune garçon promis à un bel avenir, etc., et qu'on brisait concrètement ce stéréotype en montrant que non, ici, c'est pas un monde jovial, ça va pas se passer comme ça. Et pourtant, malgré tout, à la fin, il devient roi sans avoir globalement fait grand-chose de tout son parcours, contrairement à d'autres qui ont vraiment évolué et ont eu un rôle actif dans la narration. Donc, ce qui fait que la série brise les stéréotypes, mais sans vraiment sans vraiment proposer de modèles alternatifs. Alors, malgré cette fin vraiment en demi-teinte, on remarque qu'une certaine égalité homme-femme demeure dans la fin de la série. Alors certes, il y a moins de personnages féminins puissants dans le dernier épisode, mais malgré tout, un de ces personnages règne seul donc sur le territoire immense au nord, hein, c'est Sansa. Un autre personnage appartient au conseil restreint du gouvernement de Westeros, c'est le cas de Brienne. On a un autre personnage qui va partir explorer l'ouest avec Arya. Donc on a des personnages féminins qui demeurent et qui ont un rôle à jouer. Je regretterais peut-être toutefois la disparition de certains personnages qui avaient un fort potentiel actif, comme le personnage de Yara Greyjoy, qui est évincé de la narration sans réelle explication. Mais voilà, malgré tout, si j'essaie de focaliser sur le positif, on voit que dans la narration, l'histoire de Westeros, l'histoire qui va se prolonger, on suppose, hein, pour la suite de la narration, est écrite à part égale par les hommes et par les femmes, parce que tandis que Sam contribue à écrire l'histoire du royaume, qui nous a fait en fait toute l'histoire de Game of Thrones, on a aussi le personnage de Brienne qui, elle, rédige les faits d'armes de Jaime, et on a le personnage d'Arya
qui, quant à elle, va tourner une page de l'exploration maritime, on suppose, en découvrant de nouveaux territoires à l'ouest. Donc, l'avenir du continent de Westeros reste malgré tout assez équilibré au niveau de la représentation homme-femme, au niveau de cette relation au pouvoir et à l'avenir du royaume. Merci Justine Breton pour l'évocation de la place des femmes dans la série Game of Thrones. Une question qui est aussi centrale. Vous avez parlé effectivement par le prisme qu'on montre souvent dans l'histoire en série de l'histoire du genre. On a ici aussi une narration qui s'est développée autour du genre et vous avez très bien montré autour de cette émission spécifique qu'il y a eu une vraie évolution là-dessus, même si, vous l'avez dit, quantitativement, Game of Thrones reste aussi quand même une série où les hommes jouent un rôle majeur. Alors, on retrouve dans votre bibliographie des livres et des articles pour aller plus loin que vous, auditeurs et auditrices, vous pourrez consulter. Et puis, je l'ai dit en introduction, n'hésitez pas à aller en librairie, foncez acheter le livre de Florian Besson et Justine Breton sur une histoire de feu et de sang, le Moyen-Âge de Game of Thrones, paru l'an dernier en 2020 aux presses universitaires de France. C'est une vraie mine. Vous aurez de quoi là-dessus aussi voir beaucoup de thématiques qu'a évoqué Justine dans cette émission sont reprises dedans. Vous avez donc aussi, vous pouvez vous rendre sur notre site internet pour voir, pour écouter aussi les émissions, mais pour voir les bibliographies et les résumés de toutes les émissions et en particulier des émissions que l'on consacre tout au long de ce mois de décembre à la série Game of Thrones. Merci beaucoup Justine pour cette émission et puis à bientôt, je n'en doute pas, pour une nouvelle série de fantasy dans Histoire en série. Merci Justine. Merci, à bientôt. Retrouvez-nous sur Twitter @Histoire en série pour connaître le programme à venir ainsi que des conseils bibliographiques.
travel lashes to clean. Such a beautiful planet populated by a strangely animals. And there's so